L'équipe de France débute son mondial en altitude. Sur les hauteurs de Tignes, les Bleus, accompagnés de leurs proches, sont en mission cohésion. Au programme, vie de groupe et récupération physique pour préparer au mieux l'échéance allemande. Aux manettes de la sélection tricolore, Raymond Domenech, remplaçant de Roger Lemaire, l'ancien joueur de l'OL et du Paris Saint-Germain, est chargé de faire oublier le cataclysme de 2002 et le désastre de 2004. Mais a surtout pour mission d'offrir une sortie royale à l'ancien joueur du Real, l'inégalable Zinedine Zidane. Le capitaine des Bleus, sorti de sa retraite un an plus tôt, rêve d'une dernière grande épopée avec comme Graal une deuxième étoile. L'équipe de France débarque donc en Allemagne avec la ferme intention de bien débuter son mondial. Mais en l'absence de Djibril Cissé, gravement blessé, les Bleus semblent affaiblis avant un premier match de tous les dangers face à nos amis frontaliers. Le 13 juin, les Bleus ont rendez-vous à Stuttgart, lieu de l'affrontement fratricide entre Français et Suisses. Plus nombreux dans le stade, qui tournera vite au rouge dans les gradins, les Helvètes poussés par un public en fusion se procureront quelques occasions. Stoppés par un poteau et un arrêt réflexe de l'expérimenté portier, les Bleus vont préserver l'essentiel et le point du match nul après une prestation qui pose bien des questions. 5 jours plus tard, les tricolores sont confrontés à la Corée pour un match qui, sur le papier, a tout d'une confrontation compliquée. Pourtant, les Bleus vont très vite se rassurer avec une ouverture du score signée Thierry Henry qui scelle peut-être déjà l'issue de la confrontation tant redoutée. Oui mais voilà, une erreur d'inattention et une reprise du bout du pied sur un centre mal ajusté, voit la France déchanter et la Corée revenir à égalité, à 10 minutes à peine d'un match qui semblait déjà gagné. Coup de sifflet final d'un match nul qui met l'équipe de France dans une situation délicate avant le troisième et dernier match de poule. Avant la rencontre face au Togo, la France de Zidane n'a plus le choix. Elle doit gagner et dans le même temps espérer une défaite de la Corée pour décrocher la deuxième place du groupe G, synonyme de qualification pour la suite de la compétition. 23 juin, les Bleus sont face à leur destin sans vraiment l'avoir en main. Victoire obligatoire avec 2 buts d'écart, en espérant dans le même temps que la Suisse reste sur sa lancée de leur dernier match. L'équipe de France est pressante et dominante face à une équipe du Togo prête à jouer crânement sa chance. Des occasions à profusion en première période qui maintiennent le spectre d'une qualification potentielle. Mais à la pause, le score reste vierge et il ne reste à ce moment-là que 45 minutes pour créer l'exploit. Il faudra finalement attendre la 55e minute et une frappe pleine lucarne de Vieira pour garder espoir. Mais sur un pied, l'équilibre peut vite être perdu et la chute douloureuse. Dans ces moments-là, on peut toujours se raccrocher à la solidité de celui de Thierry Henry qui, sur une frappe croisée du droit, envoie la France défier les Espagnols. Les jours qui précèdent la rencontre sont tendus. Un match opposant deux pays frontaliers est toujours très épicé. Enfin, surtout chez nos voisins. De l'autre côté des Pyrénées, les médias espagnols font le procès du capitaine de l'équipe de France qui a fait ses adieux au Real quelques semaines plus tôt. Dans les journaux ibériques, on creuse la tombe de Zidane pour mieux l'enterrer le 27 juin et l'envoyer définitivement loin des terrains. Le match est légendaire et les commentaires laissent la magie se faire. Vieira, oui pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry avec l'équipe de France. Et les Bleus qui égalisent un but partout. Il est génial le môme. Et Zidane a récupéré avec Oumou. Pour Wilton, pour Zinedine Zidane. El Magnifico, au bout, au bout, le but. Et Zidane est marqué. Et Zidane est marqué. Zizou. El Magnifico. La France envoie l'Espagne à la maison avec les salutations du patron. Mais la mission est loin d'être terminée. Sur le sentier qui mène au Graal, c'est le Brésil qui se présente comme épouvantail. Tenant du titre et armé de Ronaldinho, R9, Kaká, Dida et consorts, les Brésiliens ont tout du parfait bourreau. Mais un match France-Brésil n'est pas un match comme les autres. Une saveur, une atmosphère particulière se dégage de cette confrontation unique. Le peuple français le sait, c'est peut-être la dernière sortie de l'homme au milieu d'une folie que l'on verrait bien réaliser un dernier tour de magie. Et en ce 1er juillet, le seul Brésilien sur le terrain était vêtu de blanc, mystifiant une vague jaune dépassée par son génie, insolent de facilité, mais surtout d'efficacité. À la 55e minute, sur un coup franc bien placé, Zizou offre un ballon bien glissé qui laisse Henry à peine oublié ajuster un magnifique plat du pied. Sur cette reprise de volée, en toute sécurité, les Bleus s'offrent le scalp du tenant du titre et foncent vers une finale inespérée. Mais avant de rejoindre l'Italie en finale, pour une revanche haletante, la France de Zidane doit d'abord se débarrasser du Portugal. Sur le papier, la rencontre est serrée, et dans les faits, elle l'est tout autant.
Mais dans les temps forts, ce sont bien les Bleus qui sont les plus réalistes, allant même jusqu'à provoquer un penalty transformé dans la foulée par un Zizou plein de sérénité. Un but qui fait le bonheur de l'équipe de France et qui emmène tout un peuple défier les voisins italiens. 9 juillet, jour de finale à Berlin, la Squadra Azzurra retrouve les Bleus, victorieux de l'Euro 6 ans auparavant, sur la légendaire reprise de volée de Trezeguet. Les années ont passé, mais cette finale est encore gravée dans le subconscient. Le match est tendu, presque irrespirable. Une tension qui va jouer des tours à la défense italienne. Sur une percée de Malouda et une intervention musclée, la France obtient à la 6e minute un duel face au gardien. Buffon-Zidane, Zidane-Buffon, un duel de géants pour une Panenka pleine d'audace qui fait chavirer tout un stade. Mais les Bleus sont pris dans le duel aérien. Les Italiens trouvent des espaces et mettent en danger la défense avec leur jeu de tête aiguisé. À la 19e, Materazzi jaillit et trompe Barthez avec une tête bien ajustée. L'Italie revient à égalité et semble dominer. Mais les Bleus résistent tant bien que mal à une Squadra Azzurra déchaînée, prête à achever une équipe de France malmenée. Les 90 minutes sont passées, les deux équipes se quittent sur un score de parité avant le début d'une prolongation de tous les dangers. Et à la 108e, l'irréparable se produit, un coup de tête de Zidane sur Materazzi, qui envoie le capitaine des Bleus au vestiaire, laissant à 10 contre 11 une équipe de France perdue et endolorie par la perte de sa pièce maîtresse. Oh Zinedine, oh Zinedine, pas ça, Pas du tout avec pas Trezeguet. ça Zinedine, pas ça Zinedine. Oh non, oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. La sortie de Zizou est aussi légendaire que cruelle. Un brassard jeté au vent, tête basse sans un regard pour le trophée qu'il était venu chercher et qui a fait sa renommée. La suite, on ne la connaît que trop bien. Un duel face au gardien raté par Trezeguet et un dernier pénalty de Grosso tiré à contre-pied qui voit l'Italie aller chercher sa 4e étoile et l'équipe de France privée de son Saint Graal. Un moment cruel en ce jour d'été, mais un parcours qui a traversé les générations pour ne jamais être oublié.